tous d'avoir répondu présent et de participer à ce webinaire masterclass de AFNOVA pour l'océan Indien. Donc moi, je vous parle depuis la Suisse, Edouard Goupil, donc je suis le CEO de AFNOVA. On aura un autre présentateur qui va intervenir par intermittence, qui est monsieur Vergoz. Et je suis ravi d'avoir tout le monde aujourd'hui. Vous nous apportez un petit peu de soleil, nous qui vivons avec nos 10 degrés dans les montagnes, là. C'est difficile actuellement. Voilà. Mais alors, on va commencer. Donc, bienvenue à tous. Donc, pour parler de cybersécurité et de ce que fait aussi AFNOVA. Donc, on va passer rapidement donc, un peu sur des lieux communs, mais surtout des statistiques de cybersécurité et des attaques qui sont actuellement en cours un peu partout dans le monde. Les solutions qu'on a et les risques pour les entreprises, les technologies qu'on met en avant, la sécurité en mobilité qui est peu ou pas prise en compte actuellement, et puis une démonstration des outils qu'on a à disposition. Quelques chiffres du cyberspace. Donc ça, je pense que pour la plupart de vous, ce sont sans doute des lieux communs. Alors on va passer rapidement dessus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus de 90% des attaques reposent sur le phishing. Les attaques frontales maintenant existent toujours, mais peu actives. Le temps moyen pour découvrir une attaque, c'est 215 jours. Ça veut dire que la plupart des gens se font attaquer, ne se rendent pas compte avant une période de plus de 6 mois. 1% des utilisateurs responsables de 88% des attaques. Ça veut dire qu'on peut sécuriser autant qu'on veut. À la fin, on aura un passage d'utilisateur par un utilisateur qui va donner accès au réseau et autoriser les vols de données et les ransomware. Bon, les conséquences pour les organisations sont claires, hein. Vol des identifiants de connexion, exfiltration de données, que ce soit personnel ou confidentiel, usurpation d'identité, etc. Les attaques en France en 2023, donc au niveau donc, non des particuliers, mais des institutions, donc 69% sur les entreprises, 20% sur les collectivités territoriales. Donc on est vraiment tous touchés. Pour les PME, indépendamment de leur taille, et là on parle des petites PME, pas des grands groupes, où là les coûts peuvent aller de centaines de milliers à plusieurs millions d'euros. Le coût moyen d'une violation de données, c'est 130 000 euros. En 2023, les attaques de ransomware ont plus que doublé. Fait intéressant, c'est qu'il y a presque la moitié des attaques où les gens n'arrivent pas à récupérer leurs données. 30% des PME qui ont payé un ransomware se font réattaquer l'année d'après. Il y en a plus de 330 000 attaques réussies en 2023 sur les territoires français. C'est clair que la sécurité informatique aujourd'hui, la protection, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et vraiment, c'est en pleine augmentation, comme je disais, 2 fois plus sur l'année 2023. Et le trend continue, surtout aussi maintenant qu'on a les outils d'IA qui viennent. Alors oui, on a les outils d'IA sur les antivirus, on a aussi les outils d'IA qui sont utilisés par les hackers. Donc c'est un peu le chat et la souris qui va continuer comme ça un petit moment. Qu'est-ce qu'on apprend de 25 ans de cybersécurité? Ben voilà, on fait le jeu du chat et la souris. Les maliciels sont toujours plus difficiles à identifier, les antivirus toujours plus performants, mais on garde le jeu du chat et de la souris. Et les capacités des pare-feux et des firewalls sont limitées. Mais qu'est-ce qu'on sait? C'est que les malveillants s'aperçoivent sur plusieurs techniques communes. Déjà, ils ciblent les utilisateurs finaux, donc on est vraiment dans du phishing et de l'ingénierie sociale. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à pénétrer, à passer ce premier niveau de protection, ils doivent communiquer avec leur serveur C2C pour recevoir les ordres du hacker et savoir ce qu'ils vont faire, voler, exfiltrer, attaquer d'autres ressources internes. Donc il y a un lien qui est établi avec le cerveau, le hacker, sur le serveur C2C. Ce lien de contrôle est essentiel pour bloquer les logiciels et protéger les utilisateurs de leur organisation. En fait, si on coupe ce lien, ben, le malware devient un peu inopérant, il est présent, mais il ne sait pas quoi faire, il ne peut pas encrypter, il ne peut pas transmettre ses données. AFNOVA, qui nous sommes? Donc on est une entreprise suisse, fondée en 2024 à Lausanne. On a un lien très clair avec l'océan Indien, vu qu'un de nos fondateurs est une figure
de la technologie de la cybersécurité à La Réunion, Michael Vergo, qui est avec nous actuellement. Nous sommes actuellement 8 employés, plus des ressources externes, donc 4 directeurs très seniors et 4 développeurs qui travaillons dans cette solution. On a démarré la solution en 2022, d'accord? Donc on a déjà un peu 2 ans de développement parce qu'on voulait avoir quelque chose qui marchait bien. Et donc, on lance les premiers clients payants et donc l'activité commerciale qui a commencé déjà il y a quelques mois sur le territoire européen et parlant français pour l'instant. Mais comme on est en Suisse, évidemment, on va travailler avec des territoires qui parlent aussi d'autres langues. Des chiffres clés du mois d'août. Donc ça, c'est un peu les statistiques qu'on peut avoir sur nos serveurs. Donc on voit qu'on a presque 2 milliards de domaines qui ont été regardés, 700 millions d'IPv4, 5 millions d'IPv6. Donc on a un total de 2,6 millions qui ont été appelés, qui ont été regardés. 2 milliards, donc les noms de domaines, 700 millions liés à des adresses IP purement. En moyenne, on a à peu près 60 000 requêtes par jour qui sont rajoutées et on a 80 millions de mises à jour quotidiennes. Donc c'est pour montrer qu'on a une plateforme qui est très stable et qui aussi permet un volume important. Les produits, donc, qui ciblent les organisations, entreprises, opérateurs télécoms, organisations publiques, petites et moyennes entreprises, les infrastructures critiques et les établissements de santé. Comment on fonctionne? Donc, on a 2 classes de produits. La classe de produits Dosol, qui sert à protéger donc, les organisations contre les logiciels malveillants, qui est vraiment la partie qui va identifier les appels vers des adresses compromises et les empêcher de communiquer avec le serveur C2C, qui peuvent s'installer donc derrière un firewall ou bien qui peuvent s'installer directement en app sur les appareils mobiles, que ce soit les ordinateurs portables, les smartphones ou les tablettes. On a une deuxième ligne de produits, CyberIntel, qui là est plutôt basée sur la protection des domaines. Donc via des analyses sémantiques, on est capable de voir donc sur les autres sites qui usurperaient l'identité d'une certaine compagnie ou de compagnies avec lesquelles notre client travaille, afin de pouvoir détecter dès la création du faux site, eh bien, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et de pouvoir identifier le problème et pouvoir le communiquer à nos clients et directement aussi rajouter donc les identifiants dans la base de données Dosol. Donc ce que fait Dosol, c'est on identifie les canaux entre les logiciels malveillants et les serveurs, on les bloque, donc on rend inopérant le malware qui a pu être installé. Bien sûr, on voit la connexion, donc nos clients, les systèmes admins peuvent avoir cette information pour pouvoir purger, nettoyer leur infrastructure de ces malwares installés. On encrypte donc le trafic DNS de bout en bout, qui aujourd'hui n'est pas ou très peu fait. Et bien sûr, on automise la gestion, la protection anti-malware. Donc on se situe vraiment à l'intermédiaire entre le proxy, le firewall et l'antivirus, en rajoutant une couche de check de connexion vers ces C2C. Aujourd'hui, le fonctionnement des attaques fonctionne comment? On a le hacker qui va tenter de pénétrer dans l'organisation, donc via le firewall, mais aussi hors du périmètre de l'organisation. Une fois que le malware est installé, d'accord, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher à communiquer avec le serveur C2C. Quand vous avez la protection Dosol, donc même si le malware est installé, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va bloquer les accès vers ce C2C, que ce soit vers des DNS ou vers des adresses IP qu'on a inclus dans notre base de données. La sécurité en temps réel, oui, bien sûr. Ce qu'on voit aussi, c'est que ça rajoute aussi une couche de sécurité pour certaines failles de sécurité. Typiquement, on peut avoir sur la MFA des man in the middle, où là, on ne va plus l'avoir. Amélioration des performances aussi. Ça, c'est un peu
je dirais un avantage aussi, c'est vu qu'on va limiter un certain nombre de volumes de, de connectivité vers des sites malveillants, on va avoir évidemment une amélioration des performances. Donc évidemment, cette solution va nous protéger d'un certain nombre de risques, d'accord? Que ce soit l'anti-phishing, l'anti-smishing, que ce soit l'usurpation d'identité, parce que justement, on va empêcher ce malware de pouvoir communiquer avec son serveur C2C. CyberIntel, donc CyberIntel identifie les domaines usurpant un nom ou une marque, que ce soit la marque propre de nos clients ou que ce soit aussi les marques de nos clients associés. On protège les utilisateurs de Dozel en rajoutant évidemment toute cette adresse trouvée vers la base de données Dozel et identifie les applis malveillantes. Donc un hacker enregistre un nom de domaine pour réaliser une campagne de phishing. Le site de phishing est publié et nous, on va tout de suite découvrir justement que ce site est publié et pouvoir, d'ici 1 heure, pouvoir le renseigner et pouvoir le rajouter à notre base de données. Ça, ce sont des exemples typiquement qu'on a eu avec le SwissPass, qui est une carte de paiement pour les transports. Est-ce que, Mickaël, tu veux rajouter un petit mot là-dessus? Alors j'ai plusieurs mots, ouais, à rajouter. C'est vrai que ce qui est important de retenir, c'est qu'on a donc cette, base de données centrale, ThreatDB, dans laquelle on va agréger, énormément d'informations relatifs à des noms de domaine ou des adresses IP. Ces noms de domaine, ça peut être effectivement des noms de domaine qui viennent d'être enregistrés, qui passent dans un sas, on va dire, de sécurité. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on ne pourra pas se connecter, en fait, simplement pas, sur ces domaines-là. Il faudra, soit une analyse, soit une alerte, soit une reclassification du client. Donc ça coupe court, en fait, à une campagne de phishing et ce qui est bien, c'est que gagner ce temps, c'est-à-dire pendant un certain temps bloquer ces domaines-là, à un moment donné, on a d'autres indicateurs qui nous disent que effectivement ce domaine est effectivement ou pas du tout utilisé dans une campagne de phishing. Et ce qui est bien aussi, c'est que donc la ThreatDB qu'on a, elle est capable d'encaisser des volumes de données très, très, très importants, en dizaines de millions d'entrées et elle distribue, immédiatement ces informations auprès de Dozel, donc ceux qui utilisent, la sécurité, IP DNS, mais aussi au niveau de CyberIntel et qui va, se charger de dire: «Ah attention, il y a une personne qui est en train de mener une campagne sur la base de votre nom de domaine». Donc ça c'est clé, ça permet de bloquer, les campagnes de phishing, sur les NRD, mais on a aussi, comme disait Edouard, sur, la partie, purement, C2C. Alors les C2C, on n'a pas forcément expliqué ce que c'était, mais c'est vraiment, le canal de contrôle en fait, du hacker qui a hacké. À un moment donné, il doit donner des commandes aux pirates, aux ordinateurs qu'il a piratés et c'est ces canaux-là qu'on essaie d'identifier et qu'on va couper pour que même si on se fasse pirater, le hacker, ne puisse pas en fait, contrôler, les hosts qu'il a piratés. Ce qui est très important, je vais remettre le point là-dessus Edouard, c'est sur l'aspect, nomadisme, des devices. Alors d'une part, on peut effectivement sécuriser tout un réseau de façon simple avec Dozel. On peut sécuriser tout un réseau, mais on peut embarquer cette sécurité avec soi de façon perpétuelle et partout. Effectivement, on propose donc au-delà du filtrage, on propose aussi le chiffrement bout en bout. Là, vous êtes dans un aéroport, vous utilisez le Wi-Fi public, vous vous exposez aujourd'hui à une flopée de problèmes liés à ça. Là, le fait d'avoir du chiffrement bout en bout sur du DNS, bah, il y a des attaques qui sont simplement plus possibles
mener. Alors, il y a aussi un autre truc très important par rapport aux devices mobiles, c'est que pour beaucoup qui sont dans des entreprises plus ou moins grosses, voilà, on a un ordinateur qui est fourni par l'entreprise, on a le réseau de l'entreprise. Le réseau de l'entreprise est correctement sécurisé, les outils sont en place. Le problème, c'est que dès qu'on quitte l'entreprise, on peut perdre cette sécurité. Pas toujours, mais dans certains cas, on la perd. Et d'autre part, ben, il est rare que les entreprises offrent à leurs employés un téléphone portable, alors que même que sur ce téléphone portable, on va retrouver des outils d'authentification forte, notamment par exemple un OTP qui permet de s'authentifier sur le compte de l'entreprise. Le problème, c'est que ce téléphone-là n'est pas compris et n'est pas inclus dans la stratégie de sécurité de l'entreprise. Donc en gros, si on vole le mot de passe et que par inadvertance, on arrive à pirater le téléphone de la personne qui est hors spectre de l'entreprise, eh bien, on arrive à accéder aux données. Et c'est ce qu'on peut voir sur des campagnes de phishing notamment. Donc, Dozle est vraiment un outil très léger qui est capable de bloquer des problèmes de sécurité, mais qui est aussi capable de bloquer des trackers, de la publicité, les sites pour adultes, des sites de crypto-monnaie, des sites qui ont été bannis par des CERT, et, et réputés pour être mauvais. Et le temps de réaction entre le moment où on a un indicateur qu'on sait mauvais et, l'exploitation par le client final de cette donnée-là, elle est instantanée. On va mettre un grand chiffre, elle est d'à peu près 5 minutes. Il y a 5 minutes de temps d'exploitation entre notre identification et le fait que le device et l'équipement est protégé. Donc voilà. Et avec DNS, on est capable de réaliser des filtres très importants, et on peut accélérer aussi le device parce que si on coupe par exemple les trackers qu'on a sur nos téléphones ou ordinateurs, ça correspond à peu près à 15-20% du trafic. Donc c'est 15-20% de travail en moins pour l'ordinateur ou le téléphone. Donc c'est 15-20% de performance en plus pour ces équipements-là. Voilà, je crois que j'ai ajouté. Si vous me lancez, je parle. Je parle aussi. C'est très bien, merci, merci Mickaël pour ces précisions. Oui, en effet, donc je l'ai très rapidement mentionné, mais oui, la protection de tout ce qui est la mobilité n'est pas ou très peu pris en compte actuellement. Et là, on apporte une vraie solution de protection qui est gérée sous un même ensemble, en fait. Donc, ça veut dire que depuis notre outil de management, on va gérer autant la protection avec les proxys pour le réseau interne que les flottes mobiles. J'ai un exemple de cas d'étude on va passer à travers, juste après. Donc, je reviens donc, sur le CyberIntel. Donc ça, typiquement, c'est un exemple avec Swisspass. Swisspass, c'est un exemple en Suisse, donc un de nos clients qui est un acteur dans les transports publics, donc qui n'est pas du tout Swisspass, mais où on a identifié quels étaient les risques qu'ils avaient de vol d'identité avec leurs partenaires, et principalement des partenaires de paiement. Donc Swisspass propose une carte de paiement, donc ça veut dire qui dit paiement dit potentiellement man in the middle, dit vol d'identité pour pouvoir se faire des paiements. Et donc là, on a identifié tous ces sites, et vous allez voir que là, qu'on a fait une analyse avec la compétition. Donc ce qu'on a qui est bloqué, ça serait avec un petit B bloqué. Et donc on a identifié toutes les principales plateformes où on voit donc justement que ce qu'on a identifié n'est pas encore identifié ou traité par la compétition. Le volume est assez énorme en fait. Donc il y a beaucoup de nos clients ou de leurs partenaires qui vont être les cibles de malware ou de tentatives de vol de données qui ne sont pas prises en compte parce qu'actuellement, les gens vont se rendre compte une fois que l'adresse est activée et que le phishing a été détecté.
Donc on Il y est, a quand même un défi technique assez important pour pouvoir bloquer très vite ces domaines-là. Et on voit que il y a des solutions qui marchent mieux que les autres dans nos compétitions, dans nos compétiteurs. Et, euh, et on voit aussi que beaucoup qui disent vendre de la sécurité, en fait, euh, mettent du temps, voire des fois, ils le détectent même pas du tout, hein. Faut savoir que, à titre d'exemple, je sais pas si ça tu le mets, Edouard, mais tous les jours, c'est à peu près 1500 sites, par exemple, euh, de, de faux sites Facebook. Voilà. Instagram, c'est à peu près 500 par jour. Par jour. Les hackers qui essayent de se faire passer pour des grands sites pour voler des données, et on sait que Facebook, bah, ils y trouvent un intérêt. Par exemple, se faire pirater le compte Facebook, c'est potentiellement ne plus vendre, par exemple, les, la petite maison que vous avez, que vous louez par Facebook. C'est potentiellement se faire voler pas forcément ses informations de carte de crédit, mais ses crédits de publicité sur Facebook pour de la pub qui serait revendue par ailleurs par le hacker. C'est aussi de la, comment on dit quand on, de la hostage, comment on dit ça euh, j'oublie mes mots, je suis désolé. Quand on vous prend en otage, pardon, voilà. On vous dit, je te rends ton compte Facebook, mais tu me donnes tant pour ça, parce qu'on sait que le hacker sait que ce compte Facebook est important pour des raisons économiques, notamment. Ça s'est vu hein, à La Réunion. J'ai des gens qui m'ont appelé pour ces raisons précises, et ils se sont pas rendus compte qu'en fait, quand ils ont reçu le mail de Facebook, bah en fait, c'était un faux mail de Facebook et c'était un faux domaine de Facebook, etc., etc. Et nous, on en identifie rien que pour Facebook, je dis 1500 par jour. C'est une moyenne par jour. Donc, au bout de 10 jours, on a 15 000 domaines faisant passer pour Facebook. Et ça pour La Poste, pour DHL, pour UPS, euh, pour aussi des groupes qui se sont fait pirater, la sécurité sociale. Euh, on identifie aujourd'hui des centaines de milliers par jour, en fait. Ils sont immédiatement poussés sur Dozle. Et donc, si vous avez l'application Dozle, vous êtes immédiatement protégé. Ce qui est bien, c'est que on peut faire des erreurs. On peut, même moi, ça m'est arrivé, cliquer sur un lien qu'il fallait pas cliquer. Fatigue, on fait pas forcément super attention. Et Dozle, il va pas tout régler, mais au moins, il va être un filet de sécurité par rapport à ça. Et, euh, et il est là, en fait, le grand intérêt de cette solution. Au-delà de la classification du trafic qu'on peut utiliser pour se protéger contre ses enfants ou sa famille ou un réseau d'entreprises sur certains contenus qu'on ne veut pas donner accès, euh, on a aussi cette sécurité, ce petit filet de sécurité qui au final ne coûte pas très cher et qui permet justement d'éviter de tomber dans des gros pièges ou de détecter qu'une machine dans un réseau a été promise. Parce qu'on voit par exemple sur les mounts, donc le Disney américain qui s'est fait pirater il y a 6-8 mois de ça, en fait il avait été piraté depuis 2 ans et demi. Et normalement ils auraient dû voir des indicateurs. En tout cas s'ils avaient eu 2 ans, ils auraient vu des indicateurs disant mais attendez, vous communiquez avec un domaine qu'on connaît être utilisé par tel ou tel virus, par exemple. Dommage. Donc voilà. Oui, peut-être un petit mot avant de passer à un exemple concret de client qu'on a.
c'est peut-être, j'avais la question aussi en discutant avec Shafik de la facilité ou des besoins en infrastructure pour installer la solution, avec en termes de coûts d'infrastructure et puis de besoins. Donc au niveau du proxy, donc nous on a fait des tests qui fonctionnent très bien avec un Raspberry Pi. Donc voilà, donc on n'a pas besoin d'une grosse infrastructure. Et puis au niveau des tablettes smartphones, bah là c'est une application, hein, tout simplement, qui est disponible maintenant sur les stores. Et puis pour les desktops, que ce soit Windows ou macOS, là on a un exécutable à installer, mais pareil, qui est peu demandant en consommation. À peu près, en référence, nos utilisateurs font en moyenne entre 120 et 150 000 requêtes DNS par jour. Donc compris mobile et dans le périmètre de l'organisation. Donc je vais aller à un exemple de client. On a pris un exemple qui était dans les transports publics. Notre client est un opérateur de transport public. C'est pour mixer un peu la partie privée et publique. Donc avec une partie de CyberIntel donc, qui va faire justement cette analyse en amont sémantique sur les marques et leurs ressources collaboratrices les plus proches, surveiller les IP, mettre à jour Dozel avec ses besoins spécifiques. Mais principalement, le besoin, c'était Dozel, parce qu'ils ont donc évidemment un réseau interne et ils ont aussi tout un lot de travailleurs qui sont en mobilité et qui utilisent leur laptop, smartphone et tablette aussi à l'extérieur du périmètre de l'entreprise. Vous voulez aussi protéger les réseaux avec des politiques de sécurité spécifiques par rapport au type d'employés ciblés. Donc que ce soit les domaines administratifs, les utilisateurs mobiles dont le travail est en mobilité, chauffeurs, techniciens, mais surtout dans leur vrai intérêt, c'est d'avoir une politique de sécurité à la demande, sachant que c'est pas un on-off pour tout le monde. Donc, on a la possibilité de créer un certain nombre de profils d'utilisation qui vont être utilisés pour une personne ou des milliers de personnes, pareil, qui sont commandés aussi centralement. Donc, on a autant aussi des outils qui sont propriétaires de leurs usagers, euh, donc ils n'appartiennent pas à l'entreprise, mais une grande flotte de laptops et de téléphones portables qui appartiennent à l'entreprise. Démonstration. Alors moi, j'ai une démonstration où je vais pouvoir vous partager le fonctionnement de la plateforme. Donc là, on est dans notre console d'administration. Donc on va explorer un peu comme ça fonctionne. Le but donc de cette console, c'est de donner accès à tous les outils et à tous les devices installés, ainsi qu'à tout le paramétrage configuration de la solution. Donc là, vous voulez que j'ai sur les 30 derniers jours 80 000 requêtes qui ont été faites, dont 36 000 qui ont été bloquées, ce qui correspond à 45% du trafic. Tu veux que Donc là, je fasse une presse vite fait en transversale, Edouard? pour, Sur l'interface. oui, bien sûr. Donc en fait, déjà, il y a une partie, on voit la thread DB, ce qui est assez important. Avant d'aller dans les profils, on peut voir à peu près. Alors, vous allez certainement tout voir, mais il y a des listes auxquelles vous n'aurez pas accès. En tout cas, si vous créez un compte, vous pourrez accéder à un certain nombre des listes qu'on peut digérer. Alors, on alimente cette liste avec des listes croisées, mais on alimente aussi avec de l'analyse de virus. On exécute des virus volontairement et on regarde où est-ce qu'ils se connectent. On va avoir des new registered domains pour savoir les nouveaux domaines qui ont été enregistrés, etc. Et on a un total de à peu près presque 15 millions aujourd'hui d'entrées dans cette base de données. Donc ça, c'est la thread DB. On peut l'utiliser pour plusieurs choses.
On peut chercher des informations croisées, que ce soit sur un domaine ou une adresse IP. Ensuite, quand vous installez Dozel sur votre téléphone ou sur votre réseau, par défaut, on va pas vous demander de compte, on va pas vous demander de l'enrôler. Vous pouvez l'utiliser, on ne sait même pas que c'est vous qui allez l'utiliser. Donc l'application, elle ressemble plus ou moins à ça. Alors là, c'est en web. Vous pourrez l'installer de plusieurs façons, mais à un moment donné, vous allez pouvoir décider d'enrôler votre équipement dans un profil. Et vous allez pouvoir enrôler plusieurs équipements dans ce profil-là. Et vous allez pouvoir avoir plusieurs profils. Donc là, comme montré Edouard, sur User Management, reviens sur the User Management. On a User Management dans Settings. Ouais. On voit que le device d'Edouard est enrôlé dans un profil et il a décidé, alors il est dans un profil libre, comme on dit. Ça veut dire qu'il a le choix de pouvoir choisir le mode de blocage qu'il veut, etc. Et il décide aussi de quelle est la politique de renvoi des fichiers de log. Est-ce qu'il veut tout renvoyer? Est-ce qu'il veut renvoyer partiellement? Ou ne rien renvoyer? Tu peux cliquer sur Forward All Logs. Et là, on peut choisir en fait quelle est la politique de log. Ça, c'est pas mal. Si par exemple une entreprise vous donne un accès à son profil, en disant je vous paye l'abonnement, vous pouvez décider de ne pas forwarder vos logs à l'entreprise, de ne forwarder que les problèmes de sécurité. Donc pour revenir à Dozel AV, l'autre onglet, dans Dozel justement, on va pouvoir créer des profils. Donc on a un petit bouton qui nous permet de créer le nombre de profils qu'on veut. On peut, selon la politique qu'on veut mettre en place, on peut décider de créer un profil pour la famille, un autre pour l'entreprise, un autre pour ceci, un autre pour cela. In fine, on va enrôler des devices dedans. Donc, on a l'onglet Device dans lequel on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on décide de gérer dans ce profil. Et, et donc, on va avoir des settings, on va déjà avoir les logs par device, si on veut. On va Ce sont les pouvoir avoir logs des que j'ai statistiques. autorisés tout à l'heure. Ouais. On va avoir les statistiques par device. On va avoir des settings aussi, des configurations pour ce device spécifiquement. Donc là, si je change de la security policy ici, là, elle changera automatiquement du côté de l'application. On voit à peu près tout ce qu'on peut bloquer comme catégorie de, de, de contenu. Par définition, ce qu'il ne faut jamais désactiver, c'est le premier, hein, c'est Security. C'est celui-là qui va vous protéger contre les malwares et tout ça. On peut changer le mode de blocage, on peut ajouter euh, hein, on peut ajouter une block list, une allow list, une entrée si on veut autoriser spécifiquement un domaine ou enlever, bloquer un domaine spécifiquement. Donc là, on a une granularité assez importante par device. Si on retourne au profil, on voit que dans les devices, on a certains devices qui sont managés et d'autres qui sont en free. Celui qui est en free aura la liberté de configurer ce qu'il veut bloquer. Celui qui est en managé n'aura aucune liberté à ce niveau-là. Il va devoir se plier à ce que la politique du profil a déterminé. Donc si on va dans Settings, en haut, dans l'onglet, ça, ce sont les settings du profil. Donc à tous ceux qui sont en sécurité managée, dans ce profil-là, ils vont devoir se plier aux settings. Donc voilà. Donc ça, si on clique là, ça, ce sont les security policies qui s'appliquent à tous ceux qui sont en manager. On peut aussi donner des permissions à d'autres personnes, accessoires, pour qu'ils puissent soit lire, soit administrer ce profil-là. Et quand on va dans Device aussi,
on peut ajouter un device manuellement ici. Par exemple, vous avez un Fortinet ou un MikroTik ou quelque chose comme ça, donc device type par exemple. Donc on a de l'OpenSense, de Freebox ou un routeur MikroTik. On peut suivre une installation pour directement configurer ces équipements-là sans passer par l'application Dozel directement. Donc si par exemple tu cliques MikroTik, tu l'appelles test. Non. OK. Donc là, il va créer le device qui est tout en bas. On va dans Settings, par exemple. Et là, en fait, il va donner une configuration DOT et DOH. Et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans le routeur MikroTik directement. Et ainsi, toutes les requêtes DNS du MikroTik vont arriver dans ce profil-là et seront sécurisées de la même façon que les autres devices. Donc aujourd'hui, on a une intégration qui varie du Fortinet. Il y a MikroTik. On va fusionner les documentations on peut retrouver les documentations sur leur site de comment faire, mais on va fusionner les documentations pour que ça soit plus clair. Et puis, alors, Edouard, tu peux cliquer sur Enroll Device. Il faudra juste régénérer offline après les codes. Mais ces codes-là, si vous tapez ce code-là maintenant dans une application, dans l'application Dozel, dans l'enrôlement de device, vous arriverez sur le profil de Edouard. Vous ne pourrez rien faire. Ça va juste envoyer, vous allez hériter des conditions, des settings de configuration de sécurité, et vous n'allez rien pouvoir faire. Et vous allez aussi avoir le profil Freedom qui, avec ce code-là, l'utilisateur aura la liberté de choisir. Donc, par exemple, si je suis une entreprise, je veux que mes employés puissent sécuriser leur téléphone, eh ben, je leur donne ce code Freedom, d'accord? Ils seront enrôlés dans le profil, ils choisiront s'ils veulent ou pas renvoyer les logs. Dans ce cas précis-là, moi, je ne forwarderai pas les logs. Et j'aurai un abonnement qui sera payé et mon téléphone personnel que j'utilise partiellement pour le professionnel sera un minimum sécurisé. Et surtout, j'aurai rien à payer. Donc, voilà, et dedans, vous pouvez enrôler des Dozel proxy qui s'installent très facilement. Tu peux même montrer la doc. Tu enlèves le appnova.com/doc et puis on arrive dans la doc. C'est très très facile. Non, pas cette partie. Ouais. Garde cette partie. Pardon. Tu veux que j'aille ouvrir la doc? Ouais, doc. Voilà. Donc là, si on a Dozel proxy, par exemple, on va dans Dozel proxy. Alors, c'est intéressant que vous alliez voir cette partie-là. L'installation, elle est extrêmement simple. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un Raspberry dès demain. Vous installez comment ça s'appelle, Debian pour Raspberry. On vous dit tout comment faire. En descendant un petit peu. Pour installer Dozel, c'est 3 commandes. Et grâce à ces 3 commandes-là, vous allez avoir un serveur DNS sécurisé sur le Raspberry. Et à partir de ce moment-là, vos PC dans votre réseau vont pouvoir utiliser ces données-là et vous allez être sécurisé immédiatement. Profite d'une petite minute, Mickaël, pour dire qu'on a une petite séance de Q&A si vous voulez, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez dans le chat, dans le Q&A, qu'on puisse répondre après. Je continue sur les installations, pas Mickaël. Sinon, je reprends le fil.
Moi, c'est tout bon. Si les gens ont des questions, Donc, ouais, moi, pour recap, donc, on a donc justement cette interface donc, de management qui va nous permettre et de manager vraiment les listes, les tags, enfin de spécialiser si on est quelqu'un de technique, si on est quelqu'un de moins technique, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment de l'enrôlement très simple pour les devices, que ce soit desktop, proxy ou bien téléphone portable, tablette. Et puis là, vous avez aussi donc l'interface simple donc, qui va être utilisée au niveau device. Donc voilà, ça conclut le webinaire et les informations sur Afnova. Donc je vais peut-être passer aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas à aller sur les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a Nado qui a posé une question là par rapport à l'intégration. Comment Afnova s'intègre avec les autres outils que nous utilisons déjà? L'intégration de Afnova avec d'autres outils, peut-être cyber ou autres qui sont présents sur les infrastructures. Michael. Alors, on a en amont donc, du proxy qui va pouvoir faire à la fois donc, le traitement de flux vers l'extérieur au niveau DNS et puis aussi les résolutions internes. Donc, très simplement mettre le proxy devant le firewall. Et ensuite, sur les solutions en mobilité, il n'y a pas grande différence parce que même avec une utilisation VPN, ça va fonctionner de la même manière, sauf qu'on va encrypter les requêtes. Donc, ça va être assez transparent pour l'utilisation mobilité. Il y a une précision sur justement l'intégration par rapport à des EDR existants sur, en gros, des entreprises qui ont déjà des EDR. Comment justement les solutions, les deux fonctionnent? Est-ce que ils vont être complémentaires? Est-ce que il risque d'avoir des soucis ou pas? Alors, nous, non, on c'est n'a pas. pas eu. Ouais. Oui, vas-y, Mickaël. Non, mais c'est tout à fait complémentaire parce que de toute façon, un EDR, XDR ne fait pas ça en fait, hein. Ne fait pas ce que fait Dozol. Après, il y a une autre utilité qui peut être pas mal pour la partie XDR, EDR, c'est de faire digérer les informations de la thread DB dans l'EDR. Mais par contre, sur l'aspect proactif, là, l'EDR et l'XDR, pas forcément, c'est pas du tout la même chose. Donc, on est complémentaires. Oui. Ok, merci beaucoup. Nickel. N'hésitez pas à lever la main et on peut activer le micro hein, pour que vous puissiez prendre la parole. Il nous reste à peu près, voilà, on essaie de tenir l'heure comme on avait dit, donc 8 minutes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à lever la main et on vous donne la parole. Si vous avez des questions ou des remarques, des choses à rajouter. J'essaie de voir s'il y en a qui ont levé la main, j'en vois pas. Bon, moi, je vais juste prendre la parole un tout petit peu en attendant donc à nouveau moi la solution Michael nous avait présentée hein, il y a effectivement à ses débuts et elle a clairement bien évolué. Donc au début c'était Diventry et effectivement c'est devenu maintenant Afnova. Et surtout, ce qui nous a, en tout cas, le retour que j'ai de la plupart des personnes qui ont testé, c'est vraiment la facilité de prise en main. Tu l'as déjà dit, Edouard et Michael, mais vraiment, insiste là-dessus, sur vraiment la prise en main assez facile et la mise en œuvre est immédiate.
et cette capacité également donc, de pas forcément bloquer immédiatement, de pouvoir auditer pour voir justement bah, ce qui transite et, et après pouvoir, à partir du moment où on voit effectivement le trafic qui transite au niveau de différents endpoints, pouvoir donc derrière mettre en place la stratégie de blocage. Il y a Bruno qui a posé une question dans le chat. La stratégie, est-ce que tu veux, alors, la stratégie d'Avnova s'appuie beaucoup sur le DNS. C'est à la charge du client de s'assurer que la configuration n'est pas modifiée. Ah, une bonne question, hein. Michael, Edouard. Alors, quand on est en profil manager, ça se désactive pas. Et quand on utilise l'application sur Windows, c'est pareil, c'est pas désactivable. Et bon, après, il y a d'autres techniques de bypass, mais c'est vrai qu'on lutte d'une façon très générale à ce que la personne puisse court-circuiter ce truc-là. Donc, on a identifié dans la thread DB tous les outils qui peuvent être utilisés pour bypasser en fait la protection DNS. Donc, ça va de Google 8888, Quad9 avec 9999 et tous les autres services tiers. On en a, je ne sais plus combien, mais on en a à peu près 15 000 d'outils de bypass. Donc voilà, donc après ça dépend de la politique de sécurité, jusqu'à quel niveau on veut forcer le DNS à passer par là, mais c'est clairement chez nous un point important qu'on doit traiter non, et qu'on traite. Voilà. Avec l'application installée sur Windows, par exemple, c'est plus possible de changer de DNS. En tout cas, si vous essayez de le changer, il va immédiatement bloquer revenir sur la configuration initiale. Et comme c'est un service qui tourne, il faut être ensuite administrateur pour pouvoir désactiver cette fonctionnalité d'interception. Et c'est D'accord. effectivement une très bonne question en soi. Pardon. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, est-ce que ça peut être intéressant également, est-ce qu'on, Edouard, sur la partie pricing, est-ce que il y a quelque chose également? Ah, il y a Mathieu qui pose juste avant. Est-ce que la solution est pokeable, Michael? Elle est déjà... Et la situation est pokeable. La solution, ouais. La solution est quoi? Est-ce qu'elle est pokeable en gros? Est-ce que oui, on peut Là, vous tester? pouvez l'installer maintenant. Bien sûr. Oui, oui. Vous l'installez que ce soit sur Android, sur iPhone, iOS, macOS, avec les profils. Vous avez deux autres proxy que vous pouvez utiliser. Vous suivez la doc. C'est straight forward là. Hein. Vous y allez direct. Hein. Aucune limitation. Hein. Pour l'instant, il n'y a aucune limitation. Exactement. Bon, maintenant, si vous avez besoin d'aide pour la mise en place, pour pouvoir discuter de votre de POC, on est aussi à disposition. Là, vous pouvez qu'il y a prendre d'autres un questions? Raspberry, celui qui veut poker ça dans un réseau, prenez un Raspberry ou une petite machine, vous mettez un Linux Debian 12 ou un Raspbian, vous suivez la doc, vous téléchargez le binary qui va bien, et puis c'est trois commandes. Hein. À partir de ce moment-là, le serveur il est démarré, il vous reste plus qu'à faire passer soit modifier les DHCP pour que les DNS passe par Ok. votre équipement, soit vous testez de façon manuelle comme vous voulez. Mais ça va très vite. Hein. On a fait des produits justement pour que ça soit très facile d'utilisation. Hein. OK. Je vais Merci, peut-être parler un peu Michael. sur le commercial alors, vu que tu as posé la question, Shafik. Oui, Donc, nous, on a designé la solution pour qu'elle soit abordable. Alors, évidemment, tout le monde va dire que c'est toujours trop cher, mais on pense qu'on est très abordable. On est à peu près à 100 euros par mois pour une entreprise de 10 personnes qui va inclure les réseaux internes ainsi que les tablettes et téléphones portables. Donc, on a une politique en fait de mensualisation du coût, que ce soit sur les proxys, où on va être en moyenne autour des 70 euros par mois,
Et ensuite, les outils portables, que ce soit téléphone portable ou tablette, vont être à 2 euros par mois. Alors ça, c'est les offres qu'on a qui sont, que vous pouvez retrouver sur les standards business. Et après, suivant les volumes, eh bien, on est tout à fait d'accord de discuter, de discuter. Mais notre but, c'était vraiment d'arriver pour une PME à moins de 100 euros par mois pour la solution. C'était vraiment notre target de pricing là-dessus. Ok, merci beaucoup. Edouard. Est-ce que il y a encore une petite question, parce qu'il nous reste encore une petite minute avant de clôturer. Donc, en tout cas, comme a dit Michael et Edouard, vous pouvez aller direct sur le site fneva.com et télécharger et tester la solution et pour voir un peu l'efficacité de la solution. Voilà. Bon, a priori, pas d'autres questions, Edouard. Je te Eh bien, laisse écoutez, conclure. oui, ben merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir partager cette heure avec vous et de discuter cybersécurité et des offres disponibles chez Afnova. J'espère que certains d'entre vous pourront prendre contact, que ce soit avec nous ou avec Shafik, qui va être notre premier point de contact pour l'océan Indien. Et n'hésitez pas donc à poser quelles questions que ce soit ou à poker si vous avez envie. Nous, on va être disponible et puis dès que la vidéo sera mise sur notre site YouTube, sans doute en fin d'après-midi, on vous enverra le lien si vous voulez y faire référence pour pouvoir le revoir. Voilà, merci beaucoup à tout le monde et faites une bonne fin Merci. d'après-midi. Merci à Merci, vous. Edouard. Merci, Michael. Merci à toutes les personnes présentes. Merci, au revoir. À bientôt.